je vous remercie infiniment. Je vous remercie de m'avoir convié à partager ce temps de parole autour de ce thème, si important par les temps qui courent, qui est celui de la digitalisation du secteur hospitalier, et par là même de la digitalisation de nos sociétés contemporaines tout entières. Je travaille depuis maintenant 3 ans à questionner l'impact de nouvelles technologies d'information et de communication sur le social, le politique, l'institutionnel, et plus encore sur les rapports interpersonnels qui en découlent. Mon propos sera plus général et plus englobant que celui de mes collègues. Du coup, je suis contente de finir en cette fin de matinée, comme ça clôt un petit peu à quelque chose de plus général. Ce colloque représente pour moi une aubaine inespérée de pénétrer un milieu majoritairement peuplé de profils techniciens experts, que ce soit du médical, du management ou du numérique. Car s'il est vrai qu'il y a peu d'intérêt de prime abord à inviter un profil théoricien comme le mien, autant pour moi je ne me suis pas présentée, je fais des recherches en philosophie politique et en philosophie du numérique et de l'enseignement, donc j'ai vraiment un profil, il y a des universitaires dans la salle, mais l'information et la communication permettent des passerelles, notamment avec la pratique, ce que la philosophie ne permet pas, voire extrêmement peu, donc j'ai vraiment un profil théoricien. Du coup, je crois que c'est extrêmement pertinent pour le monde institutionnel, qui rejoint à mon sens celui de l'entreprise, de pouvoir cultiver avec raison le mariage des genres, en ayant la capacité de percevoir tout type d'apport au travers d'une démarche décentrée. C'est là une constituante de l'innovation, tant recherchée désormais dans tous les secteurs, chère à notre nouveau président de la République, et partie intégrante du tout récent ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui concerne ici une bonne part d'entre nous. Mes recherches universitaires sur le numérique n'auront eu de cesse d'éveiller toutes sortes de questionnements et d'étonnements à propos de la condition numérique. C'est cette expression de condition numérique qui guide mes réflexions depuis plusieurs années. J'applique donc l'expression de condition numérique comme la résultante, toujours variable, des activités humaines au détour de la transformation numérique de nos sociétés. La condition numérique n'est pas tout à fait celle de l'homme, mais plutôt celle posée par l'ensemble des dispositifs des activités humaines. Pour l'homme, il faudrait plutôt parler d'une condition digitale, découlant de la transformation numérique des sociétés et des activités. Je reprendrai à mon compte, rapide et succinctement dans le propos, une ligne de démarcation entre l'usage en français des termes numérique et digital. L'usage courant de la langue française fait des termes numérique et digital des synonymes. En réalité, considérer et employer comme synonymes les termes numérique et digital reste polémique. Les sciences des technologies d'information et de communication, notamment, font une différence conceptuelle de ces termes. Numérique se rapporte à la dimension de la technologie, celle discrète et presque invisible que manipulent les informaticiens, ingénieurs et autres experts techniciens, tandis que le digital se rapporte aux usages et à l'expérience des dispositifs créés à partir de ces mêmes technologies numériques. Ça a notamment été évoqué par quelqu'un hier matin sur la question de la définition du numérique. La transformation numérique des activités humaines s'opère au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui est, comme l'a dit un collègue également hier, quasiment le nouveau pétrole en ce début du XXIe siècle. Cette idéologie d'une nécessité vitale de l'information est celle véhiculée par la toujours plus grandissante utilisation des métadonnées ou du big data. À cette production et exploitation des données correspond un processus global de normativité qui assure la pérennité de ce même schéma capitaliste néolibéral de production-exploitation. Ainsi, les technologies numériques et leurs usages sont intrinsèquement créateurs de normes, tant on retrouve leurs usages dans tous les domaines d'activité humaine. Mais quelles sont ces normes et comment se manifestent-elles dans les usages et pratiques des technologies numériques pour les individus? La transformation numérique est surtout une transformation des structures. L'établissement de l'Internet social comme lieu du social, voire du politique, est en corrélation parfaite avec le développement économique et commercial du digital. L'exploitation des données d'usage d'Internet, couplée aux données du monde physique, géolocalisation, moyens de paiement, connexion Wi-Fi, pratiques sociales, permet aux annonceurs de cibler et traquer leurs prospects, des clients potentiels, pour justement en faire des clients. La transformation numérique, plus que de transformer les structures, comme il a été évoqué ces 24 dernières heures, crée une nouvelle superstructure qui est le numérique lui-même. C'est-à-dire une composition de virtualité et de réalité, de physique et de numérique, de sensations et de cognition. Là où il y a du social, il y a du commercial. Là où il y a du politique, il y a du marketing. Tel est le paradigme de la nouvelle superstructure
de la nouvelle cité. Entrevoir la modification du politique par la transformation numérique nous porte à considérer l'adoption du management par le politique. Par la transformation numérique, le politique intègre les techniques managériales de la méthodologie de projet et autres méthodes dites agiles que l'on emploie dans une entreprise pour réaliser des projets et adapter les salariés à un nouveau système informatique, ce qui a été vu également ces dernières heures. Il y a de la volonté de créer de l'engagement chez les citoyens comme on créerait de la motivation dans une entreprise. Ce paradigme politique, issu de la transformation numérique, est ce que les sociologues Luc Boltanski et F. Capello appellent la cité par projet. La cité n'est plus une localisation physique, mais une métaphysique politique à laquelle on adhère par un ensemble de dispositifs théoriques et pratiques. La cité agit comme un référentiel commun qu'on reconnaît à travers l'idée d'ordre des grandeurs, notamment l'idée de bien commun. On reconnaît à la cité qu'elle est pourvoyeuse de biens communs et de bien-être individuel. Cette cité par projet, superstructure sociale marchande, est idéalement la cité du consommateur et de l'usager. Afin d'illustrer le propos précédent, je m'appuierai ici sur l'exemple de l'organisation hospitalière que nous qualifierons de structure, aussi nommée système ou tout dans le jargon philosophique. Quoi qu'il en soit, ce que nous souhaitons désigner ici, c'est la façon dont des parties interdépendantes, organisées entre elles, peuvent faire sens et générer de la cohérence lorsqu'elles interagissent entre elles. Nous qualifierons l'hôpital de structure comme nous nommons n'importe quelle autre organisation de la même manière. À savoir que nous transposons le fonctionnement, les objectifs, les outils et les process rencontrés en entreprise au secteur hospitalier. Bien que la volonté première du service à la personne affichée soit indéniable, le fonctionnement global, structurel, est depuis plusieurs années désormais concrètement néo-managérial. Les technosciences numériques ont le corps pour objet. Ce sera notre point central ici, notre nœud, le corps en tant qu'objet. Le youtubeur, par exemple, figure contemporaine de la renommée et la célébrité numérique, constitue en lui seul un objet publicitaire. Son corps, médical, physique, charnel, est un panneau publicitaire vivant. Ce que la philosophie marxiste dénommait réification, l'extension du rapport marchand à toutes les sphères de la société, est désormais chosification affirmée du corps. Si l'on condamne aisément toute forme d'esclavage ou de prostitution, la marchandisation effective des corps ne fait pas pour autant, elle, encore vive polémique. Je ne reviendrai pas ici en détail sur les thèses de Canguilhem concernant les normes, la normalisation et la standardisation des corps. De façon extrêmement schématique, ce dernier définit en 1943 la notion de normalité relative à la santé. Il me semble que c'est dans ses réflexions sur le normal et le pathologique. Notre santé ne relève bien évidemment pas d'une législation ou d'une réglementation, mais la société influe cependant dessus par l'intermédiaire de ce qu'on nomme des normes, diffusées de manière directe, indirecte ou latente, et intériorisées de manière explicite ou inconsciente. Celle-ci relève en particulier d'une certaine conception de la santé individuelle et collective, la santé étant devenue un problème social et politique autant qu'individuel. Les réformes de la médecine, comme celle de l'école au moment de la Révolution française, marquent des exigences nouvelles liées au fait que l'on se préoccupe également des normes d'hygiène, de santé publique et de niveau culturel. La normalisation est liée à un processus de rationalisation, de régulation de la société et de choix de valeurs. Dans ces nouvelles préoccupations, par ailleurs spécifiquement occidentales, je rappelle que la santé dans le monde est toute relative, en tout cas le référentiel santé ne désigne pas la même chose dans le monde, ces préoccupations restent extrêmement occidentalisées. Le corps devient une marchandise, dont la principale finalité est de garantir un capital santé général, gage d'une bonne santé commune, gage d'un bien commun universel et fédérateur. Le constat d'une marchandisation des corps, intrinsèquement corrélé à des motivations économico-politiques, peuvent faire écho et rappeler que le premier capital, déjà, avait été servi par la traite négrière, que le commerce triangulaire a été, à l'époque, une excroissance économique et capitalistique de cette même traite négrière. Car, qu'a été la traite négrière, si ce n'est la hantise, pour des millions de gens pris dans les raids de la domination de race, de voir fonctionner leur corps et leur pensée du dehors, et d'avoir été transformés en spectateurs de quelque chose qui était, et qui n'était pas, leur propre existence.
Il existe dans ce cas de figure précis, il est vrai, un rapport premier avec la dimension raciale qui se floute ici pour désigner toute forme d'assujettissement quelle qu'elle soit. Par extension, en citant Frantz Fanon, psychiatre, et en le reprenant à mon compte, je précise ici que la race est aussi le nom qu'il faut donner à l'amer ressentiment, à l'irrépressible désir de vengeance, voire à la rage de ceux qui, contraints à la sujétion, trop souvent sont obligés de subir quantité d'injures et d'innombrables blessures. Pour le philosophe contemporain Achille Mbembe, il semble tout à fait intéressant de s'interroger sur la nature de ce ressentiment, tout en rendant compte de ce qui fait la race, sa profondeur à la fois réelle et fictive, les rapports dans lesquels elle s'exprime, et ce qu'elle fait dans le geste qui consiste, comme ce fut historiquement le cas avec les gens d'origine africaine, à rendre la personne humaine soluble dans la chose, dans l'objet ou dans la marchandise. C'est imaginer ce que peut servir la marchandisation des corps, et surtout qui peut-elle servir. Achille Mbembe nous dirait ici probablement que l'institution hospitalière dont nous traitons aujourd'hui, au regard de ces considérations, est rendue et s'est rendue négrière. Car si les corps deviennent nègres, alors c'est que les structures elles-mêmes deviennent ou sont négrières. Avec l'arrivée du numérique, des interfaces homme-machine, les IHM, de la santé connectée comme industrie florissante, nous pouvons presque dire que les nouveaux enjeux médicaux sont positivistes, ordre et progrès, rejet des méthodes non expérimentales. La révolution dite NBIC, qui opère une découpe de l'être humain en 4 parts, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognitif, semble vouloir s'approcher plus encore de la quête d'une humanité augmentée, en somme, en quête d'une possible immortalité. Les corps deviennent des objets pensés par des prismes techniques. Toute l'idéologie de la Silicon Valley repose sur ce qu'on nomme désormais le transhumanisme. Cela pose le problème du rapport du praticien au corps, à leurs patients, à l'heure des intelligences artificielles. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus reculer devant une mise en question d'un potentiel remplacement à terme des praticiens. Car lorsque des gens, des citoyens civils, investissent financièrement dans ces recherches, nous pouvons nous demander quel avenir pour les médecins, quelle place pour les praticiens lorsqu'on aura développé des intelligences artificielles capables de nous soigner. Les chercheurs de Google, comme bien d'autres, notamment les GAFA, qui sont, j'ai vu ça depuis 4 jours, les GAFAM, désormais donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui vient d'arriver en 5e position au début de semaine, travaillent activement sur ce qu'on appelle les machine learning, qui ont également été évoqués hier, qui sont des algorithmes qui permettent de faire en sorte que la machine apprenne de ses échecs et élabore de nouvelles possibilités. De manière médiatique, la plus récente, c'est l'algorithme qui a battu, ce qui s'appelle DeepMind, qui a battu le champion du monde du jeu de Go. Exactement sur cette technique-là de réappropriation des échecs. Dans le sillage de Siri, Google annonce la fin de la recherche standard d'ici 5 ans grâce à l'élaboration de l'assistant personnel, donc son Google Assistant, qui trouve son équivalent chez Amazon avec Alexa ou chez Microsoft avec Cortana. Chaque géant de l'électronique souhaite faire la différence avec ce que l'on nomme l'Internet des objets. C'est ce que propose par exemple le dispositif Google Home. Celui-ci prend la forme d'un boîtier simple, assez petit, qui serait un assistant personnel, donc, dans la perspective d'un fonctionnement du quotidien. Une intelligence artificielle capable de répondre aux questions les plus complexes et qui viendrait suppléer l'homme lui-même dans ses interrogations de tous les jours. Par le seul et unique biais de la parole, c'est une fois de plus bien le corps dont il est question ici, corps qui, sans se fatiguer et à distance, pourrait résoudre bon nombre des questionnements de l'humanité. Il n'y a pour ainsi dire plus rien entre nous et ce boîtier que l'on guide de nos cordes vocales. La volonté de réduction maximale des interfaces sonne comme une tentative d'épuration de la relation homme-machine. Cette nouvelle forme de relation dénuée d'intermédiaires et de fioritures semble renouer avec une forme hygiéniste telle qu'a pu en exister au XIXe siècle, quand la science était devenue un facteur déterminant de l'histoire. La digitalisation de la structure numérique dénote un rapport du savoir, le savant, les médecins, à la pratique populaire. Le but de la digitalisation est de faire sauter les intermédiaires. Là où la culture médicale savante était élitiste, la nouvelle pratique digitale la popularise et donc la massifie. Le digital inclut de l'horizontalité là où il n'existe que des schémas de verticalité. La question du corps dont nous étions partis est donc l'enjeu d'une articulation, d'une horizontalité et d'une verticalité. C'est pour cela que j'insiste sur ce terme clé que l'on a entendu
dans la presse, dans les médias et qu'il a été évoqué les 24 dernières heures, j'insiste sur ce terme clé qui est de dire que nous ne vivons actuellement pas une révolution numérique, mais que nous sommes bien pris dans un tournant numérique. Nous sommes encore dedans. Nous ne connaissons ni même ne voyons l'issue ou les retombées. Une révolution, par définition, reconstruite sur des ruines dans le but d'innover. Ici, nous ne faisons que reproduire des façons de procéder qui existent déjà. Par exemple, les produits ou objets publicitaires que nous pouvions trouver chez le médecin, comme les post-it ou les petits stylos siglés par telle marque ou tel laboratoire pharmaceutique, ont aujourd'hui leur équivalent dans les pratiques numériques. En effet, nous pouvons être amenés, tels des prospects, à tester telle ou telle application pour prendre son coup soi-même, ou des consignes nutritionnelles en ligne pour maigrir, etc. De plus, une révolution abat les verticalités, là où, comme nous l'avons vu, le tournant permet l'agrégat de verticalité et d'horizontalité. En cela, une fois de plus, ces interrogations sont intéressantes à mon sens, car englobantes. Le tournant numérique est global à toutes les activités humaines, comprenant en son sein les soignants et les soignés. Alors, si le digital est utilisé comme levier pour se déprendre des savants, nous pouvons nous poser la question, est-ce que les dispositifs digitaux vont permettre une acculturation du plus grand nombre, ou au contraire vont-ils pérenniser la hiérarchie et la verticalité du pouvoir et du savoir des médecins? La réification que nous évoquions préalablement n'est pas une réification qui serait le fait direct des médecins. Ce n'est pas le corps médical en tant que tel qui aurait la responsabilité de tels enjeux, entendons-nous bien. La réification engendrée émane des dispositifs digitaux eux-mêmes. Les nègres ne sont nègres que parce qu'ils ont les dispositifs digitaux face à eux. C'est-à-dire que toute personne, patient, usager, qui ne pourrait ou ne saurait faire l'emploi de tels dispositifs, n'aurait alors aucun moyen à disposition pour entretenir et pérenniser son capital santé. Le fait d'être connecté, retentissant comme une preuve actuelle de bonne santé, ces personnes deviennent alors des nègres, des invisibles de la cité de Boltanski et Capello, des êtres hors normes pour faire encore référence à Canguilhem. Aujourd'hui sont rendus nègres toutes les personnes soumises aux dispositifs digitaux ou n'en ayant ni l'usage ni la pratique. À l'heure où les GAFA et autres grands acteurs de l'économie numérique refont le monde, on observe un technoscepticisme grandissant quant à la question des libertés individuelles. Car si la sphère marchande a son intérêt à l'exploitation des données privées, les États, empêtrés dans les logiques sécuritaires et autres politiques de l'inimitié, y ont aussi intérêt. Dans un contexte d'insécurité globale, les États utilisent les technologies numériques pour contrôler leur population. Les dispositifs digitaux sont l'outil de contrôle réticulaire le plus abouti que l'homme n'ait jamais créé. Avec le transhumanisme, comme une humanité augmentée, nous pouvons utiliser le vocable d'homme nouveau. Avec le digital, l'homme n'est plus tant cet animal politique cher à Aristote, mais il devient un être technopolitique. En effet, la convergence des dispositifs digitaux, associés à Internet et à la sphère sociale marchande, transforme notre capacité politique en une capacité technopolitique. Mais cet homme nouveau du transhumanisme nécessite d'être pensé sous l'aspect politique. On pense souvent la figure de l'homme transhumain en termes technologiques, psychiques, moraux, mais très peu en termes d'implication politique. Ainsi, la figure politique du transhumain a la particularité d'être le produit d'une structure économique bien plus que d'un contexte politique. Il y a un lien symbiotique de l'homme nouveau à la structure qui l'a vu naître. Que ce soit l'homme nouveau du socialisme réel nord-coréen ou bien l'entrepreneur de soi du néolibéralisme occidental, ils sont les deux versants d'une même aliénation complète aux structures. La révolution NBIC dont je vous parlais tout à l'heure touche de manière substantielle à l'humain et les dispositifs digitaux jouent un rôle totalisant dans l'établissement de ces nouvelles normes et de ces nouvelles structures. Ce monde nouveau à venir est celui d'un homme nouveau, lui aussi à venir. Je laisserai le mot de la fin, 20 secondes, à Achille Mbembe dans sa critique de la raison nègre de 2013. Plus caractéristique encore de la fusion potentielle du capitalisme et de l'animisme est la possibilité, fort distincte, de transformation des êtres humains en choses animées, en données numériques et en codes. Pour la première fois dans l'histoire humaine, le nom nègre ne renvoie plus seulement à la condition faite aux gens d'origine africaine à l'époque du premier capitalisme, des prédations de divers ordres, des possessions de tout pouvoir d'autodétermination et surtout du futur et du temps, ces deux matrices possibles. C'est cette fongibilité nouvelle, cette solubilité, son institutionnalisation en tant que nouvelle norme d'existence
et sa généralisation à l'ensemble de la planète que nous appelons le devenir nègre du monde. Merci.